Bonsoir à tous. Donc oui, pour inaugurer ce cycle, je voudrais vous parler des rapports entre littérature et société. On peut le faire à presque toutes les époques. Je suis historien du Moyen-Âge, j'ai choisi de vous parler des héros littéraires les plus célèbres que le Moyen-Âge occidental a non seulement mis en scène, mais inventé, les chevaliers de la table ronde. Ce sont des personnages que je fréquente depuis longtemps parce que c'est un film qui a pour titre Les Chevaliers de la Table Ronde, celui de Richard Thorpe, un cinéaste américain quelque peu oublié, même un peu méprisé dans les dictionnaires du cinéma, qui a tourné un film en 1953, Les Chevaliers de la Table Ronde, avec Ava Gardner, ça n'est pas rien. Ça faisait suite d'ailleurs à un film de l'année précédente, Ivanhoe, d'après le roman de Walter Scott. Et ce sont ces deux films que j'ai vus quand j'avais peut-être 7 ou 8 ans, qui ont fait de moi un historien du Moyen-Âge, si je puis dire. À partir de ces années-là, les cow-boys ont cessé de m'intéresser et j'ai préféré les chevaliers du Moyen-Âge. Et puis plus tard, pour ma thèse d'école des Chartes, j'ai lu un grand nombre de romans de la table ronde médiévaux, dépouillé beaucoup de textes, ce qui m'a permis d'écrire mon premier livre pendant mon service militaire. J'étais aux Invalides, au musée de l'armée, je tenais la bibliothèque où personne ne venait jamais, donc j'ai pu écrire mon premier livre. La vie quotidienne au temps des chevaliers de la table ronde, c'est-à-dire au XIIe et XIIIe siècle dans mon esprit, dans la collection de Hachette qui a disparu, La vie quotidienne. C'est un livre un peu dépassé, hein. Il est paru en 1975 et notre connaissance du Moyen-Âge s'est beaucoup complétée. Ce que je raconte dans ce livre n'est pas faux, mais on pourrait en dire 20 fois plus, peut-être 100 fois plus aujourd'hui grâce à toutes sortes de recherches, problématiques, interrogations, techniques nouvelles. Les historiens ont l'habitude de dire le passé change tous les jours, grâce au travail de l'historien. J'en fais moi-même l'expérience quand je me relis ce livre à 40 ans. Mais enfin, bon, j'ai gardé cet amour pour la littérature arthurienne, pour les chevaliers de la table ronde, et le contraste est assez grand entre ce dont je vais vous parler et puis ce que le grand public connaît de cette légende arthurienne par le biais du cinéma, bien sûr, mais aussi de la télévision, des téléfilms, des jeux vidéo, des jeux de société, peut-être un peu aussi du théâtre ou de la bande dessinée. C'est souvent la légende arthurienne revue par le monde anglo-saxon et non pas à partir au départ des romans français et anglo-normands des XIIe et XIIIe siècles, mais d'une version tardive de l'écrivain anglais Thomas Malory, qui achève son grand cycle arthurien en 1470. Et c'est ce cycle redigéré par l'Angleterre victorienne, puis par le monde américain, qui est reversé aujourd'hui auprès d'un large public, surtout par le biais des séries télévisées. Donc l'écart est assez grand entre ces chevaliers de la table ronde un peu disneyisés, pour tout dire, et puis ceux dont je vais parler, tirés des textes littéraires des XIIe et XIIIe siècles. Ces textes, en effet, s'inscrivent en gros dans la deuxième moitié du XIIe siècle et la première du XIIIe siècle. Ils sont écrits en langue vernaculaire, en français, en anglo-normand, en picard, mais aussi rapidement adaptés ou traduits dans d'autres langues, en moyen-allemand, en norrois, la langue de la Scandinavie, en catalan, en toscan, en provençal, etc., etc. C'est une littérature européenne, même si je vais mettre l'accent sur ce que je connais, c'est-à-dire les textes en anglo-normand et en français. Des textes d'abord écrits en vers, puis mis en prose, qui forment un corpus assez homogène. Évidemment, ça continue après le milieu du XIIIe siècle, mais le corpus noyau de départ, et celui qui intéresse peut-être le plus l'historien que je suis, se situe dans cette tranche-là, entre milieu du XIIe et milieu du XIIIe siècle. 4 générations
d'auteurs à peu près se sont succédés pour compiler ces textes. La plupart nous sont inconnus. Quelquefois, on a un nom qui émerge, un nom célèbre comme celui de Chrétien de Troyes, personnage sur lequel nous ne savons presque rien, si ce n'est ce qui affleure dans ces textes. Un champenois qui est actif dans les années 1165, 1185, 90. Et puis d'autres, il a eu des successeurs et ses successeurs ont eu d'autres successeurs. Donc ça fait une littérature qui s'étend sur 3-4 générations et qui est relativement homogène. Elle met en scène les mêmes personnages, Arthur et les chevaliers de la table ronde et quelques autres personnages qui sont les héros de cette légende. On peut dire qu'il y a une quinzaine ou une vingtaine de personnages principaux et puis une trentaine de personnages de second plan qui sont bien dressés, si je puis dire, bien peints. Et ce qui est patent, c'est que, et remarquable, c'est que tous ces personnages, donc une cinquantaine, d'une œuvre à l'autre, ont la même identité, les mêmes liens de parenté, les mêmes traits de caractère, donc c'est extrêmement cohérent. Un cycle qui s'étend sur un siècle et qui est dû à un grand nombre d'auteurs garde cette cohérence. Ça n'est pas fréquent dans la littérature européenne. Ces histoires du roi Arthur et des chevaliers de table ronde s'étendent en fait sur, là aussi, 4 générations littéraires. Il y a la génération du roi Arthur et de ses contemporains, d'abord des rois qui lui sont rivaux, puis qui deviennent ses alliés, le roi Lot, le roi Marc, l'oncle de Tristan dans la légende de Tristan et Iseux, et quelques autres. Donc ça, c'est le niveau de départ. Et puis, il y a la génération d'en dessous, c'est la génération des héros que vous connaissez, Lancelot, Gauvin, Perceval, Tristan. Donc, ils ont 20 ou 25 ans de moins. Ce sont les plus prestigieux des chevaliers de table ronde. Et puis, on a écrit, mais plus tardivement, l'histoire de la génération avant Arthur, celle de son père, le roi Uther Pendragon, et de quelques autres. Et puis enfin, celle des enfants de Lancelot, de Gauvin et de quelques autres, c'est la génération de Galahad. Donc on a comme ça 4 générations. Il y a des textes où les 4 générations sont présentes, d'autres où il n'y en a que 2, celle d'Arthur et celle de Lancelot. Et puis, les personnages principaux, l'espèce de 40 ou 50 de personnages dont je viens de parler, se regroupent en 4 clans, en 4 lignages, comme disent les historiens de l'époque féodale, qui reviennent constamment et qui forment des groupes de parenté extrêmement soudés, avec des conflits entre lignages qui vont entraîner d'ailleurs la fin de ce monde arthurien et le crépuscule de la chevalerie. Il y a le lignage du roi Arthur. Il n'a pas d'enfants, mais il a des neveux, beaucoup. Donc le lignage Arthur, Gauvin, Yvain. Il y a le lignage de Perceval. Il a un père qui s'appelle Pélinor. On dit en général le lignage de Pélinor. Et puis il a des frères. Donc c'est un 2e lignage. Il y a le lignage de Lancelot, avec son père, Ban, son oncle, le premier Bohor, puis ses cousins, son demi-frère et quelques autres. C'est un lignage qui vient du continent et qui s'est installé dans le royaume du roi Arthur, c'est-à-dire le royaume d'Angleterre, le royaume de l'ogre, comme disent les textes. Et puis enfin, le 4e lignage, c'est celui lié à la légende de Tristan et Iseux, le lignage du roi Marc, de son neveu Tristan et d'autres personnages. Et toutes les histoires s'articulent autour de ces 4 groupes de parenté. Je vais y revenir. Et puis, sur les personnages de premier plan, donc se greffent d'autres personnages de 2e ordre, importants parfois, ou de 3e ordre, plus d'autres encore qui ne sont nommés que dans une liste de participants à un tournoi ou de quêteurs du Saint Graal. Alors, tout cela, naturellement, est enrobé d'histoires de toutes sortes, aventures merveilleuses, épisodes qui ont tendance à se répéter, à se décliner, à se développer, et puis ce que les contemporains appellent
des merveilles, des mises en scène de prodiges, d'animaux fantastiques, de phénomènes étranges. Donc pour moi qui suis historien du bestiaire médiéval, j'ai une moisson abondante à faire, surtout du côté des animaux de fiction. Ils ne sont pas tous d'ailleurs de même catégorie. Ça aurait pu intéresser d'ailleurs le cycle de conférences. Hésitez à vous parler de la licorne au lieu des chevaliers des tables rondes, ce serait bienvenu, parce que c'est un animal pour nous imaginaire, mais qui a été bien réel pendant très très longtemps. Quand on regarde ces animaux fantastiques sur lesquels le Moyen-Âge insiste parfois beaucoup, il ne les a pas créés, mais il les met en scène fréquemment. Il faut catégoriser. D'abord, les croyances ne cessent pas au même moment. Les sirènes, par exemple, à partir du XIIIe siècle, on ne croit plus beaucoup aux sirènes en Europe occidentale, mais on croit encore aux dragons et à la licorne. À la fin du Moyen-Âge, on commence à ne plus croire aux dragons, mais on continue de croire aux licornes. Il faut attendre la fin du XVIe siècle, le milieu du XVIIe, pour qu'on cesse de croire aux licornes. Donc il y a une espèce de chronologie à faire de ces croyances. Et puis, ça n'est pas la même chose. La licorne, par exemple, n'est pas un monstre. Un monstre, au Moyen-Âge, c'est un animal ou une créature qui appartient à plusieurs catégories. Dans le monde animal, le savoir médiéval distingue les quadrupèdes, les oiseaux, les serpents, les poissons et les vers. Les vers sont les petits animaux qu'on n'a pas pu faire entrer dans une des 4 autres catégories. Et un monstre, c'est un animal qui est à cheval sur plusieurs catégories. Par exemple, le dragon, il a un corps de quadrupède, il a une queue de serpent et des ailes de créatures volantes, d'oiseaux ou de chauves-souris. Donc il est à cheval sur 3 catégories, c'est vraiment un monstre. Le griffon, il a un avant-corps d'aigle, oiseau, et un arrière-train de lion, quadrupède, c'est un monstre. Mais la licorne, elle est complètement composite, tête de cheval, de bouc, corps de lion, queue de taureau, etc., etc., plus la corne sur le front, bien sûr. Mais c'est toujours à la catégorie des quadrupèdes qu'elle emprunte ces éléments. Donc ça n'est pas un monstre au sens de la définition médiévale. D'ailleurs, dans les ouvrages qui parlent des monstres au Moyen-Âge, jamais on ne parle de la licorne. Donc il faut revoir un peu nos catégories quand on travaille sur le Moyen-Âge. Dans cette littérature, j'y reviens, les femmes jouent un rôle important. Ça distingue de beaucoup ces romans de chevalerie, que sont les romans de la table ronde, des chansons de gestes, les histoires autour de Charlemagne, de son neveu Roland, la littérature épique qui met en scène un autre stock de personnages, où les femmes sont peu nombreuses. Dans les romans arthuriens, elles sont nombreuses et elles jouent un rôle très important. Ce sont, elles, les maillons, comme souvent d'ailleurs dans la société féodale de la même époque. Il y a quelques vedettes, il y a la reine Guenièvre, bien sûr, la femme du roi Arthur, une femme, j'y reviendrai, que le public n'aime pas beaucoup. C'est plutôt une mauvaise femme. Elle trompe son mari, elle ment souvent, c'est une tricheuse. Il y a la sœur du roi Arthur, la fée Morgane, qui a des pouvoirs magiques que Merlin l'Enchanteur lui a enseignés. Il y a la demi-sœur du roi Arthur, qui s'appelle Morcadès, la mère de Gauvin et des frères de Gauvin. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors ces textes qui sont non pas païens, mais encore un peu rudes et un peu sauvages au début, ont tendance à se christianiser, à prendre une dimension religieuse, notamment quand on commence à parler du Saint Graal, c'est-à-dire du récipient dans lequel on a recueilli le sang du Christ sur la croix. Nous sommes dans une période où on parle beaucoup du sang du Christ, il y a un culte du Saint-Sang qui commence à se développer et la littérature, naturellement, en donne un certain écho, y compris donc la littérature de la table ronde avec toutes les histoires du Graal.
Ce qui est remarquable dans cette littérature de la table ronde, c'est la façon non seulement dont les personnages, y compris les personnages du deuxième zone, ont un caractère bien défini et stable d'une œuvre à l'autre, mais que ce sont tous des personnages nuancés. Si on prend un pôle positif et un pôle négatif, ils ne sont jamais tout d'une pièce. C'est très rare qu'il y ait des personnages pris positivement en toutes circonstances. À dire vrai, il n'y en a qu'un, c'est Galad, le fils de Lancelot, et celui qui va accomplir la quête du Graal. Son compagnon dans cette quête, ses deux compagnons dans cette quête, Perceval et Bohor, ils sont parfaits aussi, mais ils ont quand même quelques défauts. Perceval, c'est un naïf, et en tant que naïf, il cause pas mal de désordre. Il est un peu innocent. Et puis Bohor, c'est le plus humain de tous ces personnages. Comme a dit un érudit, il accomplit la quête du Graal, mais vraiment à la sueur de son front. Il a beaucoup de mal. Donc ils ne sont jamais tout d'une pièce, et ça reflète assez une certaine forme de sensibilité médiévale. Par exemple, il n'y a pas beaucoup de batailles, mais il y a beaucoup d'escarmouches et surtout beaucoup de tournois. Comme toujours dans ces époques, 11e, 12e, 13e siècle, les grandes batailles sont très rares, mais les petits combats de petits groupes sont très fréquents, et puis les tournois, qui sont l'occupation principale des chevaliers de la table ronde, sont très nombreux. Ce sont des combats de groupe, des mêlées extrêmement confuses, avec à l'intérieur des affrontements un contre un qui vont donner naissance, mais plus tard, à ce qu'on appellera la joute. Et alors, il y a des vainqueurs et des vaincus, mais ce qui est frappant, c'est que, comme dans les tournois véritables, d'ailleurs, le vainqueur d'un tournoi, ce n'est pas celui qui a fait tomber tous ses adversaires, c'est celui qui a fait les plus beaux coups. Donc il y a une espèce d'esthétique du fait d'armes. Et vaincre tous les autres, ça n'a pas grand-chose d'admirable pour le public de cette littérature. C'est même un peu ridicule. Lancelot, par exemple, qui est le meilleur chevalier du monde et qui, en général, est vainqueur de tous les autres, d'une part, est un personnage plutôt négatif, d'un sale bonhomme, en fait. Et de l'autre, le public ne l'admire pas beaucoup. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. C'est un peu, moi qui suis aussi historien du jeu d'échecs, c'est un peu comme au jeu d'échecs à cette époque. Le jeu vient d'arriver en Occident au lendemain de l'an 1000. C'est un jeu qui est né aux Indes, au VIe siècle de notre ère, et qui est arrivé en Occident un peu redigéré par la culture persane d'abord et arabo-musulmane ensuite. Et quand il arrive en Occident, il faut le repenser un peu parce qu'il correspond à des systèmes de valeurs et des pratiques qui ne sont pas celles de l'Occident. Et notamment, pendant longtemps, dans le jeu d'échecs occidental, au moins jusqu'au XVe siècle, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Ce qui compte, c'est de jouer aux échecs. Mais remporter la victoire, c'est pas une valeur féodale. Et donc, quand un camp est en position qu'on dirait mat, nous, aujourd'hui, échec et mat, eh bien, celui qui a perdu, à nos yeux, déplace une pièce et la partie continue. Et les parties, naturellement, n'ont pas de fin, c'est interminable, et c'est pour cela qu'il faudra réformer le jeu complètement à la fin du XIVe ou au début du XVe siècle. Bien, dans les guerres mises en scène par les romans de la table ronde, c'est un peu la même chose. Elles sont sans fin, et ça recommence constamment. Ce qui compte, c'est de faire la guerre, c'est pas de remporter la victoire. Alors, littérature et société, donc ça devait être la problématique principale de mon intervention. C'est un sujet sur lequel on a beaucoup écrit. Dans quelle mesure cette littérature, appelons-la arthurienne ou littérature de la table ronde, permet à l'historien d'avoir soit un miroir, soit un reflet de la société qui produit et qui consomme cette littérature. C'est un vieux débat et qui a suscité de nombreuses controverses depuis le milieu du XIXe siècle.
il y a, jusqu'à des dates assez avancées, c'est étonnant, un certain nombre d'historiens des textes littéraires qui ont l'air de penser que les œuvres littéraires, les chefs-d'œuvre, comme ils disent, ont une espèce d'existence autonome, un peu indépendante des sociétés qui les produisent et des publics qui les reçoivent. Aujourd'hui, cette position est abandonnée. Heureusement, on est encore fréquente, on la rencontre encore en histoire de l'art. Hein. J'ai des collègues qui pensent aussi que les œuvres d'art, et spécialement ce qu'ils appellent les chefs-d'œuvre, ont une espèce de vie autonome, indépendamment des sociétés qui les ont vues naître. Je ne pense évidemment pas du tout comme cela. Mais aujourd'hui encore, il y a des débats entre historiens de la société, philologues, historiens des textes littéraires qui ne sont pas tout à fait d'accord sur ce que l'on pourrait appeler le texte littéraire comme document pour l'historien. Et ils reprochent parfois aux historiens d'oublier que la littérature, c'est la littérature, et que ça a ses règles propres. Ils n'ont pas tort, hein. Quelquefois nous sommes, nous, historiens, imprudents, et les philologues nous rappellent comment se transmettent les textes avec des variantes, des interpolations, des réécritures, des erreurs de scribe, des passages sautés, des passages ajoutés, etc. etc. Donc quand nous glosons à la lettre, ou plutôt quand nous prenons ce qui nous arrange dans un texte donné par rapport à la démonstration que l'on veut faire, puis que nous laissons tomber tout ce qui nous dérange, une façon assez fréquente de faire, évidemment, nous trichons un peu. C'est un peu les mêmes problèmes qui se posent pour d'autres époques. Il y a même des littérateurs qui veulent être témoins de leur temps. Hein. Pensons au XIXe siècle à Balzac ou à Zola, qui écrivent la comédie de leur temps, la comédie humaine, comme dit Balzac, sous forme de romans. On peut se demander d'ailleurs si, quand la littérature se veut témoin de son temps, est-ce qu'au fond, elle rend autant de service à l'historien que la littérature qui n'a pas cette préoccupation, mais qui, malgré elle, bien sûr, est témoin de son temps. On peut en débattre. Il y a une phrase d'un très grand écrivain qui s'appelle Vladimir Nabokov, qui est sans doute le plus grand écrivain russe du XXe siècle, peut-être le plus grand écrivain américain aussi, puisqu'il a écrit dans les deux langues, le russe et l'anglais, alors que sa langue maternelle, c'est le français. Comme tous les aristocrates russes, il a parlé uniquement français jusqu'à l'âge de 8 ou 10 ans, avec sa nurse suisse. Il y a une phrase terrible. Il a écrit « La littérature qui se veut témoin de son temps, ce n'est pas de la littérature ». Il a une conception plus... pas fantaisiste, mais il emploie souvent le terme de fantasia. C'est intraduisible en français. En allemand, ça a plus de force. Donc la littérature qui fait exprès, qui se propose comme mission d'être témoin de son temps, ce n'est plus de la littérature, selon lui. On peut en débattre. Pour la littérature arthurienne, le problème ne se pose pas, puisque ça n'est pas tout à fait le but des auteurs de témoigner de la société dont ils parlent. Mais quand j'étais étudiant, c'était un débat extrêmement fort et parfois violent que celui des rapports entre littérature et société à propos de ces romans de la table ronde. Venait d'être traduit en français un livre resté célèbre d'un universitaire allemand, Erich Köhler. La version allemande était parue en 1956, mais les universitaires français lisant peu l'allemand, même dans ces années 50, il a fallu attendre la traduction française en 1974 pour que le débat s'instaure. Et Köhler défendait l'idée, à laquelle moi j'adhère tout à fait, que cette littérature des romans de la table ronde des XIIe et XIIIe siècles, c'est une littérature militante, dit-il. Permettez peut-être un peu fort, mais une littérature militante qui cherche à imposer sa vision du monde et de la société. Elle émane d'un certain milieu social, la petite et moyenne noblesse, et elle est destinée à un certain public, la petite et moyenne noblesse, du moins au départ, et
elle a sa propre vision de la société et une vision qu'on pourrait qualifier d'assez fortement réactionnaire. La société est en train de changer dans la deuxième moitié du XIIe siècle et la première moitié du XIIIe siècle. Et tout ce qui faisait les valeurs de cette petite et moyenne noblesse commence à être concurrencé, étouffé, ridiculisé parfois. Le roi de type féodal en France, en Angleterre, qui est un roi faible, qui doit prendre conseil de ses barons, etc., devient un roi, c'est pas encore le pouvoir absolu, mais c'est en marche, si je puis dire. L'Ancien Régime trouve là ses premières racines. En plus, en France et en Angleterre, on est dans une période où l'État est en train de naître. En France et en Angleterre, la naissance de l'État est très antérieure à la naissance de la nation, alors qu'en Allemagne ou en Italie, c'est le contraire. La nation a précédé de beaucoup la naissance de l'État. D'ailleurs, ça explique une grande partie des difficultés de l'Union européenne actuelle. Cet héritage historique, selon les pays, n'est pas le même et les rapports entre l'État et la nation peuvent être très très différents. Donc là, on est dans des zones de production littéraire où l'État commence à s'affirmer vers 1200, sous Philippe Auguste en France. Il y a déjà un État avec son administration extrêmement bureaucratique, pourrait-on dire. Et alors, ceux qui souffrent le plus, ce sont les petits nobles et les moyens nobles, d'autant qu'en même temps, chez les roturiers, il y a des classes qui montent. Parler de bourgeois, c'est pas un mot qui convient, mais parler de patriciens, parler d'hommes de loi, de juristes, de légistes, auprès desquels le roi et les princes prennent conseil, ça affaiblit encore cette petite noblesse féodale et rurale. Alors elle cherche à se cristalliser autour de ses propres valeurs. C'est pour ça que ces romans de la table ronde mettent en scène un roi très très faible. Arthur, c'est un roi très très faible, qui est indécis et qui constamment doit prendre conseil. Voilà un modèle, un roi qui doit prendre conseil auprès de ses chevaliers. Bref, c'est une littérature, en effet, qui célèbre quelque chose qui est en train de se terminer, une certaine idée des rapports sociaux. On le sent bien d'ailleurs en lisant certains passages où il y a un mépris énorme sous la plume des auteurs, d'une part envers les patriciens, les marchands, on dirait les parvenus, nous, aujourd'hui, et de l'autre envers les gens mécaniques, les artisans, les gens qui travaillent de leurs mains. Alors qu'il n'y en a pas beaucoup, en tout cas pour le monde paysan. On sent bien dans cette littérature également une opposition entre le monde de la campagne et le monde de la ville. Et le monde de la ville est en train de s'affirmer, de prendre de l'importance. Et ça, c'est insupportable pour la petite noblesse rurale. Et ça va durer longtemps, la cascade de mépris de l'aristocratie rurale pour le monde de la ville, toutes les catégories sociales, c'est encore bien là, au XIXe siècle et même au début du XXe siècle. On en a beaucoup de traces dans cette littérature. Et puis en même temps, on célèbre des valeurs qui sont à la fois réelles et imaginaires et qu'on regroupe autour du nom de courtoisie, c'est-à-dire un monde qui se construit autour de la cour, de la société de cour, mais pas la cour royale. C'est trop tôt d'ailleurs. La cour de France ne devient vraiment une cour que plus tard. Il faut attendre que le fils de Saint-Louis, Philippe III, épouse la plus belle femme d'Europe, Marie de Brabant, en 1272, pour que celle-ci apporte à la cour de France des usages qui vont faire qu'une certaine vie de cour va naître. Donc c'est après la période dont je parle. Mais dans les châtellenies, dans les petits comtés, il y a quand même une vie autour du comte ou du grand seigneur, ou du petit seigneur même parfois, et on célèbre un certain nombre de valeurs que cette littérature accentue bien sûr et qu'elle appelle la courtoisie. On vante la courtoisie
c'est un peu un imaginaire, c'est-à-dire le fait d'être bien né, bien éduqué, de pratiquer la politesse des manières, d'être plein de vertus, droit, loyal, fidèle, large, c'est-à-dire généreux, partagé. Mais alors il y a parmi les chevaliers de la table ronde certains qui sont courtois, Gauvin, le neveu du roi Arthur, Yvain, l'autre neveu du roi Arthur, Bor, le cousin de Lancelot, et puis il y a ceux qui ne sont pas courtois. Lancelot lui-même, il est vraiment tout sauf courtois. Tristan, qui a des vertus d'un autre genre, mais il est beaucoup trop sauvage pour être courtois. Et puis il y a toutes sortes de félons, à un titre ou à un autre. On vante également dans cette littérature ce qu'un érudit, Gaston Paris, a appelé à la fin du XIXe siècle l'amour courtois. L'expression n'existe pas au Moyen-Âge, on emploie d'autres expressions. En provençal, fin amour, amour pur. Ça a lancé des débats qui ne sont pas encore éteints, qui commencent dans les années 1880. L'amour d'un chevalier pour une dame, l'amour courtois, jusqu'où ça va? Est-ce que c'est un amour platonique? Est-ce que ça va jusqu'au commerce charnel? Les avis sont très partagés. On en a fait une géographie aussi, opposant le Nord et le Midi où cette forme d'amour semble être née sous la plume des troubadours. En tout cas, l'opinion générale jusqu'à des dates récentes, maintenant on commence à douter un peu et penser que les trouvères du Nord ont joué un rôle peut-être important. C'est vrai que quand on lit certains textes, on a l'impression que le chevalier amoureux, il est amoureux de son état amoureux, si je puis dire. Il désire le désir, surtout, mais pas tellement plus. Mais dans d'autres cas, le commerce charnel, comme je dis avec une certaine pudibonderie, ça peut aller très loin. Et les auteurs peuvent être assez crus. Donc il y a les deux. Et il est permis d'hésiter. Alors, le problème de fond, donc, c'est est-ce que cette littérature est un reflet de la société aristocratique véritable? Est-ce que c'est un modèle? Est-ce que c'est les deux? J'aurais tendance à répondre c'est les deux, bien sûr. Ou est-ce que c'est autre chose, comme le proposent un certain nombre de mes collègues historiens des textes littéraires? Cette littérature, elle est pleine de paradoxes, à commencer par le fait que nous la connaissons par écrit, des manuscrits, parfois enluminés, le plus souvent copiés longtemps après que les textes aient été produits. Les premiers manuscrits, s'ils ont existé, ont été perdus. Il faut attendre 3-4 générations après la mort de l'auteur pour avoir un premier texte écrit. C'est du texte écrit, mais qui est reçu oralement, parce que c'est une littérature qu'on ne lit pas tout seul en silence. Elle est lue à voix haute devant un petit groupe et elle est reçue par l'oreille et pas reçue par les yeux. Ça va commencer à changer vers la fin du XIIIe siècle et tout au long du XIVe siècle, mais pour les XIIe et XIIIe siècles, c'est encore une réception auditive et collective. Alors qu'on sait lire, hein, il ne faut pas croire qu'au Moyen-Âge, personne ne sait lire. On a du mal à avoir des chiffres pour le XIIIe siècle, mais on en a pas mal pour le XVe siècle. Et au moment où l'imprimerie arrive en Europe, Gutenberg 1455, on peut dire qu'au moins 10% de la société européenne sait lire, peut-être 12%. Donc c'est plus qu'on ne le croit généralement. Le problème, c'est que on sait lire, mais on ne sait pas écrire. Ça ne marche pas ensemble. Ou plutôt, tous ceux qui savent lire ne savent pas nécessairement écrire. Écrire, c'est beaucoup plus rare. Hein. On est sans doute en dessous de 1%. Alors, quels sont les grands thèmes qui permettraient justement de souligner ces rapports entre littérature et société?
Cette littérature, c'est d'abord une littérature de la parenté. C'est un thème qui revient constamment dans tous les romans et sur les 4 générations, ne serait-ce que parce que l'identité des personnages se définit par la parenté. C'est quelque chose qui est constant au Moyen-Âge. On a un nom individuel, un seul, pendant longtemps, et une parenté. Et quand le deuxième nom va apparaître pour distinguer les homonymes, ça n'est pas le cas dans ces romans, mais c'est le cas dans la société véritable. Pendant la période dont je parle, ce que nous appelons les noms de famille commence à se mettre en place. Ça renforce encore ce rapport entre l'identité et la parenté, et ça va durer jusqu'à des dates récentes, pour qu'il y ait rupture, pour que l'identité en Occident ne se définisse plus par la parenté. Il faut attendre ce que nous appelons nos matricules de sécurité sociale ou nos numéros INSEE qui disent autre chose. Notre date de naissance, notre lieu de naissance et le numéro d'ordre dans un registre des naissances, ça ne dit plus rien de nos parents, de nos grands-parents, etc. C'est une rupture totale. Mais là, on est encore dans une identité définie par la parenté, avec des liens de parenté qui sont, dans ces romans, extrêmement complexes, avec des cousinages et des arrière-cousinages, une conscience de descendre d'un ancêtre commun, dont on sent bien que ça correspond à un état réel dans la société. Cette importance des liens du sang et cette mémoire de la parenté. C'est au point que les auteurs vont très très loin dans l'évocation de ces liens d'arrière-cousinage entre des personnages. C'est au point que le lecteur, l'érudit même, doit faire un tableau généalogique pour essayer de s'y retrouver, alors que le public de cette époque n'en a pas besoin, tant il a l'habitude de mémoriser la parenté. La mémoire des hommes et des femmes du XIIe et du XIIIe siècle, du moins dans les classes sociales dont je parle, de ce point de vue-là, est certainement beaucoup plus grande que la nôtre. Et donc, il s'y retrouve entre les différentes généalogies qui unissent ces personnages et qui sont totalement enchevêtrés. Et il y a de multiples épisodes qui mettent en scène des parents, entre guillemets, entre eux, père et fils, oncle et neveu, frères fâchés, frères et sœurs incestueux, cousins plus ou moins proches, lignage contre lignage, échange des sœurs, comme dirait Lévi-Strauss. Il y a des cas à foison. Comme épouse, je te donne ma sœur, tu me donnes la tienne, et ça crée du lien social, ou la sœur ou la fille, l'échange des femmes, comme dirait Lévi-Strauss. Oui. Et puis, il y a une célébration, pourrait-on dire, dans cette littérature, et là encore, elle est un peu réactionnaire, de la parenté large, du groupe familial large, du lignage, à une époque, le tournant des XIIe, XIIIe siècles, où la société est en train de passer de la parenté large à la parenté plus étroite, au noyau familial auquel nous sommes habitués, parents, enfants, parfois grands-parents, et plutôt vertical qu'horizontal. Là, cette littérature célèbre un modèle ancien qui est en train de s'essouffler. Elle est en effet encore conservatrice ou réactionnaire de ce point de vue-là. Et puis, il y a le tabou de l'inceste, et pourtant il y a des histoires d'inceste relativement abondantes dans cette littérature. Le plus important, et celui qui va provoquer l'écroulement de toute la société arthurienne, c'est celui du roi Arthur lui-même avec sa demi-sœur, la fameuse Morcadès. Arthur a pour père le roi Uther Pendragon et pour mère une certaine Igerne, mais qui avait déjà été mariée avant d'épouser Uther Pendragon. Et elle avait eu 3 filles de ce premier mariage. Donc le roi Arthur, il a des demi-sœurs. Et puis il a une sœur qui a pour père Uther Pendragon, la fée Morgane. Ça, c'est vraiment sa sœur. Mais il a 3 demi-sœurs et quand il est jeune, alors qu'ils ne savent pas qu'ils sont demi-frères, demi-sœurs, Arthur et Morcadès ont une relation et
naît un enfant de cette relation, le traître Mordred, personnage extrêmement négatif dans la légende arthurienne, qui va se rebeller contre son père. Pendant longtemps, il ne sait pas qu'il est son père, mais quand il va l'apprendre, il va se rebeller, devenir usurpateur, enlever la reine Guenièvre, monter sur le trône pendant qu'Arthur est parti faire la guerre contre les Saxons. Bref, ça va entraîner la division des chevaliers de la table ronde en deux camps et entraîner la mort de presque tous les personnages, l'écroulement du monde arthurien. Il y a un seul survivant, c'est le fameux Bohor, le cousin germain de Lancelot, qui est au fond le narrateur de toute cette légende, et c'est le seul survivant. Cette Morcadès, c'est un personnage clé de cette légende arthurienne, non seulement parce que c'est la demi-sœur d'Arthur, elle est incestueuse, elle a épousé un autre roi, le roi Lot, qui est presque du même rang qu'Arthur, qui est le père de Gauvin et des frères de Gauvin, mais en même temps c'est une séductrice et elle séduit le plus beau de tous les chevaliers de la table ronde, il s'appelle Lamoras, c'est le frère de Perceval, ils deviennent amants, et alors Gauvin et ses frères sont horrifiés que leur mère est un amant, et ça entraîne une guerre entre les deux lignages, celui de Gauvin contre celui de Perceval. Là encore, c'est absolument catastrophique. Du point de vue de la parenté également, un personnage joue un rôle considérable dans toute cette littérature et comme dans d'autres textes du Moyen-Âge et aussi de l'Antiquité, le frère de la mère. Le frère de la mère, l'oncle maternel, c'est toujours un personnage clé pour des raisons qui sont liées au sang et aux relations par les liens du sang. Du point de vue biologique, un enfant, avec son père et avec sa mère, il a 50% de sang commun avec l'un et avec l'autre. Mais avec oncle et tante, il a aussi 50%, puisque un frère et une sœur ont 100% de sang en commun. Comme le père, on n'est jamais sûr que c'est vraiment le père, à cause des histoires d'adultère et de tout ce qui s'y rattache, on préfère se tourner vers le frère de la mère. Au moins, là, on est sûr de ce que l'on avance. Il y a au moins 50% de sang en commun. D'où cette valorisation, pas seulement dans la littérature arthurienne, mais dans les sociétés traditionnelles en général, de cet oncle maternel qui est un autre père, un deuxième père, un père de substitution. Et alors là, ça joue à plein. Arthur, avec la reine Guenièvre, n'a pas d'enfant. Donc, il a seulement des neveux, et son neveu préféré, son neveu aîné, c'est Gauvin, qui est l'héritier de son royaume, puisqu'il n'a pas d'enfant, qui est au fond d'ailleurs le personnage principal des romans de la table ronde, ce que le grand public souvent ne sait pas, croit que c'est Arthur ou croit que c'est Lancelot, alors que quand on étudie l'ensemble des textes, la figure de premier plan, c'est vraiment Gauvin qui est l'honnête homme, le chevalier courtois, mondain, mais trop mondain pour être totalement parfait, etc., etc. Également, on a la même chose avec Tristan et son oncle, le roi Marc. Dans la légende de Tristan et Iseux, Tristan est orphelin de très bonne heure et il est élevé par le frère de sa mère, le roi Marc, roi de Cornouailles. Ou bien, dans les chansons de geste, dans la chanson de Roland, Charlemagne, c'est le frère de la mère de Roland, son neveu. Donc, c'est un couple qui revient fréquemment, y compris pour des personnages de deuxième zone, et qui est un maillon essentiel des structures de parenté, et qui met l'accent sur les neveux. Les neveux sont plus importants que les fils, bien souvent. Arthur, donc, a deux neveux préférés, Gauvin et Yvain, qui est l'autre neveu, fils d'une autre demi-sœur du roi Arthur, et ce sont les deux seuls personnages que les romans arthuriens qualifient de monseigneurs. Ils sont très valorisés par rapport à tous les autres.
Également, quelque chose d'important, ce sont les classes d'âge. On s'aperçoit que ces personnages, qui appartiennent à différents lignages, s'étalant sur 4 générations, ils se regroupent horizontalement pour les tournois, par exemple, pour les aventures, par classe d'âge. Un peu comme on le fait dans la société véritable à la même époque, lorsque des groupes de jeunes, Georges Duby l'a bien montré, courent l'aventure en attendant de se marier ou de recevoir un fief par tranche d'âge. Il y a ceux qui sont jeunes parmi les jeunes, l'horizon 20 ans, 25 ans, et puis il y a l'horizon 40 ans, on est encore jeune à 40 ans parfois à cette époque, parce qu'on ne s'est pas encore marié. C'est très très frappant dans cette littérature, et ça invite l'historien à travailler par génération, ce qui est toujours une méthode très, très fructueuse. Les historiens ont l'habitude de découper le temps par siècle, par demi-siècle, par quart de siècle, l'historien de l'art notamment par quart de siècle, voire par décennie. Quelquefois, et même souvent, c'est plus fructueux de parler de génération, qu'on soit dans la littérature ou dans la société véritable, on comprend mieux un certain nombre de phénomènes. Enfin, troisième caractéristique de cette littérature construite sur la parenté, le problème du nom et du dire le nom. Il y a parmi les chevaliers de la table ronde des personnages qui disent volontiers leur nom et d'autres qui cachent leur nom et qui vont combattre, participer à un tournoi incognito, sous forme du chevalier noir ou du chevalier vermeil, c'est-à-dire équipé totalement d'une seule couleur, la tunique, l'écu, la bannière, la housse du cheval, tout ça est monochrome, avec naturellement une symbolique des couleurs. Et ça concerne les héros de premier plan, mais ça concerne aussi les héros de deuxième plan. Et les occasions de dire son nom sont très nombreuses, et il y a beaucoup de refus. Lancelot et Tristan, une fois encore, sont parmi ceux qui ne veulent pas dire leur nom. D'ailleurs, il y a un auteur anonyme, malheureusement, dans le Lancelot en prose, qui nous dit que Lancelot, c'est un personnage qui aime toujours faire ses affaires en secret. Alors que Gauvin, naturellement, lui dit toujours son identité, Yvain également. Bref, les catégories habituelles. Alors, moi, dans mes enquêtes, et je terminerai par là, je me suis surtout, comme je ne suis pas un vrai historien des textes littéraires, intéressé à la réception de cette littérature dans la société véritable, jusqu'à la fin du Moyen-Âge et même au-delà, et les témoignages sont extrêmement nombreux. Dans les manuels scolaires et universitaires sur la littérature médiévale, en général, les auteurs accordent le même nombre de pages aux textes qu'on appelle les chansons de geste, la littérature épique, et puis les romans de chevalerie, la littérature arthurienne. S'il y a 50 pages sur les chansons de geste, il en faut 50 sur les romans arthuriens. Or, en historien, moi je rencontre que du côté de la réception, l'écart est immense. Pour un témoignage sur la réception d'une chanson de geste, on en a 100 sur la réception des romans de la table ronde. Donc nos manuels donnent une image complètement fausse de la place qu'occupait la littérature dans la société médiévale. C'est pas un cas unique, hein. Il y a beaucoup de domaines où ça marche comme ça. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple ? Je sais pas, la peinture française du XVIIe siècle, on doit avoir 2000 tableaux et 2000 chercheurs, et puis on a 3, 4, 5 millions d'estampes, et on a 20 spécialistes de l'estampe. Hein. Donc les déséquilibres de ce genre ne sont pas si rares chez les historiens. Mais vraiment, on rencontre des témoignages sur la diffusion, la réception des romans de la table ronde dans tous les domaines, au XIIIe, au XIVe, au XVe siècle, et dans toute l'Europe occidentale. Et parfois, très vite, tel ou tel épisode littéraire donne lieu à un témoignage ou à un document iconographique
il y a une dizaine d'années, j'étais perdu près du col du Brenner, dans le Tyrol italien, un paysage absolument magnifique, un petit château au fond d'une vallée, le château de Rodeneck, une salle qui est moitié grange, un château modeste, avec des peintures murales. On est à la fin du XIIe siècle, à peine vers 1200. Peinture murale qui représente la légende de Yvain, le chevalier au lion, inventé par Chrétien de Troyes dans les années 1175-80, adapté en allemand par le poète Hartmann von Aue, en moyen-haut allemand, vers 1190. Et 10 ans plus tard, il est déjà présent au fin fond du Tyrol, dans une petite vallée alpine, sous forme d'une peinture murale. Ça nous montre la rapidité de diffusion de cette littérature. Ce qui est frappant également, c'est que ça ne concerne pas que l'aristocratie, la réception de la légende des chevaliers des tables rondes. Ça va beaucoup plus loin dans les différentes classes sociales. Je prends comme exemple, c'est celui sur lequel j'ai travaillé, l'anthroponymie, l'adoption de noms de héros littéraires, ici les chevaliers des tables rondes, par des personnages véritables. C'est un cas bien connu, hein. Tel ou tel roman à succès va entraîner une vogue de noms de baptême dans les années qui vont suivre. Aujourd'hui, nos feuilletons télévisés, nos séries télévisées, etc. Un cas magnifique, c'est l'Ivanhoé de Walter Scott, qui paraît en 1819 à Édimbourg et à Londres, et qui met en scène Ivanhoé, qui s'appelle Wilfrid, son père Cédric, et puis les deux femmes, Rebecca et Rowena. Et dans l'Angleterre pré-victorienne et victorienne, pendant 40 ans, ces 4 noms connaissent une vogue considérable. Et puis, bon, ça s'arrête assez brutalement au bout de deux générations. Le Werther de Goethe aussi, qui est un des plus grands succès de librairie de tous les temps, entraîne, il paraît en 1774, si je ne me trompe pas, une vogue du nom Werther et du nom Charlotte pendant au moins 2 ou 3 générations à l'époque romantique. Eh bien, les romans de la table ronde, c'est la même chose au Moyen-Âge. Et très précocement, dès les années 1220-1230, c'est-à-dire au fond à peine 2 générations après Chrétien de Troyes, on a des témoignages qui nous montrent que des personnages véritables reçoivent d'abord comme surnom Petrus, Dictus, Lancelot, Dictus, Gauvin, Dictus, Perceval, puis après comme nom de baptême véritable. Et ce qui est frappant, c'est que l'Église n'a rien à dire contre, elle laisse faire cette prise de l'anthroponymie véritable par la légende littéraire, et non seulement dans la petite et moyenne noblesse, mais également dans le monde rural, chez les paysans. On en trouve de très bonne heure. Moi, j'ai trouvé un Lancelot avare qui scelle une charte passée avec une abbaye en Normandie en 1253. Il est qualifié de villanus dans le texte de la charte et il s'appelle Lancelot de son nom de baptême. Alors ça m'a donné l'idée donc de faire une enquête un peu approfondie à partir d'un document que je connais bien, le Sceau médiéval et l'étude des légendes de sceaux, des sceaux de cire avec le nom du possesseur dans la légende autour. J'en ai trouvé, à partir de mes recensements qui n'étaient pas complets bien sûr, presque 800. Et c'est intéressant de voir quel est le personnage préféré, quel est celui qui donne le plus volontiers son nom. Eh bien, pour la période 13e, 14e, 15e siècle, Europe occidentale prise dans son ensemble, à partir de mes dépouillements, l'ordre est le suivant. Très loin devant les autres, c'est Tristan, qui est vraiment le héros littéraire préféré du public médiéval. Devant Yvain, puis Gauvin, puis Perceval, puis après un décrochement, et Arthur et Lancelot viennent plus loin.
est intéressant aussi, c'est que ça déborde le cadre du Moyen-Âge. Il y a une espèce d'Arthurian Revival dans l'Angleterre du 19e siècle, avec de nouveau une vogue de ces noms, hein, Perceval, Arthur, mais redigérés par le texte de Malory du 15e siècle. Par exemple, un des frères de Gauvin s'appelle Gaérier. Chez Malory, il devient au 15e siècle Garrett. Et il devient un des principaux héros de la table ronde, ce qui n'était pas le cas dans les textes des XIIe et XIIIe siècles. Et ça devient un prénom, comme on peut dire, pour le XIXe siècle, assez fréquent. Puis ensuite, ça passe aux États-Unis, où on a des cas, des Perceval qui deviennent des Percy, des Lancelot qui deviennent Lance. Là, c'est d'ailleurs savoureux. Je fais une incise de savoir que Lance Armstrong, le plus grand tricheur de toute l'histoire du cyclisme, il porte le nom d'un autre tricheur, celui des romans arthuriens, Lancelot, un clin d'œil de l'histoire qui est assez amusant. Une autre enquête que l'on peut faire sur la réception, et je vais terminer par là, ce sont les tournois, les joutes, les fêtes, les spectacles donnés à la fin du Moyen-Âge, où on reconstitue des épisodes de romans arthuriens. On met en scène la littérature le temps d'un tournoi ou d'un spectacle. Alors pour l'historien, c'est intéressant de voir d'abord quels sont les épisodes qui sont le plus fréquemment mis en scène. On s'aperçoit que la légende du Saint Graal n'intéresse absolument pas le public médiéval. Et quels sont les personnages dont on adopte le plus volontiers le nom, les armoiries, le costume, parce qu'on se déguise pour ces fêtes de chevalerie, qui sont documentées assez tôt. Les premiers à jouer au roi Arthur et aux chevaliers de la table ronde, ça semble être des Francs, des Européens de l'Ouest exilés, si je puis dire, en Terre Sainte au XIIIe siècle. Dès les années 1230, on a des tournois arthuriens organisés par les Francs du Proche-Orient, qui n'ont pas reconquis les lieux saints, mais qui jouent au roi Arthur pour tuer l'ennui. Et probablement, comme toujours, chaque fois qu'on est loin de la métropole, disons, sont des colons au fond, ils ont apporté avec eux leur système de valeurs et ils les renforcent encore plus que s'ils étaient restés en métropole. C'est un cas assez bien connu. Puis on a quelques souverains du Moyen-Âge qui sont des passionnés par la légende de la table ronde, notamment le roi d'Angleterre, Édouard Ier, qui règne dans la seconde moitié du XIIIe siècle, qui meurt en 1307. C'est un fanatique de la légende arthurienne et en même temps c'est le plus grand roi de l'Angleterre médiévale. Et il organise des fêtes et des tournois où son entourage joue aux chevaliers de la table ronde. Et puis ça continue jusqu'au début de l'époque moderne. Et on a parfois quelques documents qui nous apprennent des choses très intéressantes. Par exemple, Christian de Mérindol, un de mes collègues médiévistes, a enquêté sur des fêtes de chevalerie qui se sont tenues à Nancy à l'époque du roi René d'Anjou, duc de Lorraine, en 1444. Et alors, autour du duc, on organise un tournoi arthurien, on fait 2 camps. Il y a d'un côté Arthur et Gauvin, de l'autre Lancelot et ses compagnons, et personne ne veut faire le rôle de Lancelot. Ça montre que c'est un personnage que le public n'aime pas, et c'est presque dévalorisant de jouer Lancelot, de la même façon que dans les fêtes chrétiennes et les mystères, on trouve difficilement quelqu'un pour jouer le rôle de Judas, ou même pour jouer le rôle de Joseph, le mari de la Vierge, qui est un peu un gêneur dans les systèmes de parenté médiévaux, jusqu'à ce que le culte de la Sainte Famille se développe, etc. Donc je trouvais que c'était un témoignage intéressant.
Moi-même, j'en ai trouvé un autre, mais alors du côté du monde animal, la reine Isabeau de Bavière et le roi Charles VI, celui qui est devenu fou, avaient la passion des chiens, et dans les années 1390, chacun avait un lévrier préféré. Celui de la reine s'appelait Tristan et celui du roi Lancelot, et ils aimaient bien les faire se battre l'un contre l'autre. Témoignage indirect sur l'hostilité des deux personnages et des deux lignages. Voilà, merci de m'avoir écouté. Ça m'a rappelé des souvenirs de jeunesse quand je me passionnais pour les chevaliers de la table ronde.